Avec vous sur Sud Radio pour les débats avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. Bonjour. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais. Bonjour Valérie. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour. Vous êtes maire UDI de Mennecy. Bonjour. Et vous êtes vice-président de la région Île-de-France. On est ensemble donc pendant un peu plus d'une heure pour parler de beaucoup de sujets. Le nouveau conseil de défense qui s'y en ce moment même. Est-ce qu'il faut lever les restrictions comme c'est le cas en Grande-Bretagne? La grève des profs. Alors tout le monde titre, y aura-t-il un effet Ibiza? On verra s'il y a une autre mobilisation, s'il y a d'autres griefs qui vont se greffer à cette grève d'aujourd'hui. Et puis la campagne française qui s'invite au Parlement européen. Comme tous les jours, Gilles Gansman est là pour le zapping de campagne. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Alors Valérie, hier Gérard Larcher était sur LCI, vous savez le patron du Sénat, ce Sénat qui a voté évidemment pour le pass vaccinal. Et bien vous savez quoi ? Il a annoncé hier sur LCI qu'il y allait avoir une commission d'enquête sur l'utilité du pass vaccinal qui a donc été voté au Sénat et sur sa corrélation sur l'impact de Micron. Il y a une commission d'enquête. Commission d'enquête pour vérifier l'adéquation entre le pass vaccinal et la réalité de la pandémie. Le mot, l'important, c'est l'adéquation entre la décision de mettre en place un pass vaccinal et ses conséquences dans une gestion d'une pandémie comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce utile ? Est-ce inutile ? Y a-t-il des manques ? Ou est-ce qu'on n'est pas dans l'excès ? Voilà les sujets qui seront posés. Incroyable. On ne pouvait pas les poser avant, ces questions-là. Vous m'avez pris ma chute. Voilà, non, ça vous a tous fait sourire ? Bon, c'est un positionnement politique, c'est un affichage politique. On est quand même sur une crise où depuis 2 ans, on n'est pas forcément dans la cohérence, mais beaucoup dans l'affichage. Oui. Et qui voulait c'est Jean-Luc qui a pris la parole, Alexandre ? Ça me paraît relativement... Enfin, une commission d'enquête là-dessus, bon d'accord. Par contre, se poser réellement la question me paraît être extrêmement utile. Oui, mais après l'avoir voté, c'est que pour le moins cocasse. La commission d'enquête, elle peut avoir lieu qu'une fois que le Sénat l'avait voté, mais le Sénat l'avait voté dans une version un peu différente, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même intégré dans le texte qui est retourné à l'Assemblée un certain nombre de conditions en matière de durée de vie de ce pass vaccinal, en matière de jauge, pour dire voilà, en dessous d'un certain seuil, on le lève automatiquement, enfin, de façon à ce que ce ne soit pas à la seule main de l'exécutif. Quand c'est retourné à l'Assemblée, le gouvernement a réimposé sa volonté totale d'avoir un texte qui lui confère l'intégralité des prérogatives sans aucune logique de contre-pouvoir. Et c'est là-dessus qu'effectivement Gérard Larcher, aujourd'hui, peut-être exerce son droit d'action pour dire finalement la proportion n'est pas bonne, donc on réagit. Ça, c'est mon son préféré de la campagne présidentielle, Valérie. Donc Macron, vous allez en parler tout à l'heure, est donc président de l'Europe. Mais évidemment, après l'élection présidentielle, il restera 8 mois de présidence. Et oui, à faire. Alors, il y en a qui s'imaginaient, moi, si j'étais président, moi, l'anti-européen, Jean-Luc Mélenchon, quel discours je ferais à l'Assemblée ? Eh bien, hier, lors d'un meeting, il a fait le discours qu'il allait faire devant la Commission européenne une fois président. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Mélenchon, si vous êtes élu président et que ça sera vous le président de l'Europe? D'abord, je présenterai des excuses aux autres pays. Je dirais, c'est pas de ma faute, c'est les Français. Et puis, je conçois parfaitement que je suis une très mauvaise surprise pour beaucoup d'entre vous. Le programme s'appliquera. Quel Européen, dans quel pays y a-t-il un parti, une personne qui viendra dire « Ah non, la démocratie c'est pour tout le monde sauf pour les Français ». Ou bien la démocratie c'est vous appliquez les règlements européens et il n'y a pas à discuter. Et attendez, c'est qu'on est instruit et informé, on sait lire. On a découvert qu'il y a en Europe 2900 cas de désobéissance à des règlements de l'Union européenne. Eh bien, il y en aura un petit paquet de plus avec nous. Il a fait son discours. Ça vous a fait réagir ? Énorme. Il est énorme, c'est tout Mélenchon. Jérôme Ripoul, C'est-à-dire qu'il a une capacité à innover en politique qui est absolument géniale. Ce type, et bon, ça restera un des grands moments de la présidentielle de 2017. Celle-ci sera peut-être un peu plus difficile pour lui, quoique l'émiettement de la gauche lui laisse quelques chances. Mais moi, j'adore Mélenchon d'un point de vue de communicant, de tribun. Voilà. Après, ses idées, c'est autre chose. Et quelques coups de génie, quand même, malgré tout. Réaction, Alexandre Malafaye.
Non, mais Mélenchon, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il a un talent à l'oral qui le classe pratiquement au-dessus de la mêlée. Et quand il s'agit d'être imaginatif et de créer le buzz, voilà. Puis là, c'est plutôt intelligent finalement, parce que, en tout cas, c'est bien dans la ligne de son positionnement. Et ce qu'il dit, de toute façon, a le mérite de faire réagir. Absolument. Oui, oui. En tout cas, son discours est prêt. On va rester dans l'enceinte du Parlement européen. Ça va vous aider pour vos débatteurs, Valérie. Hier, Quotidien est revenu sur évidemment cette prise d'otage de la politique française au sein du Parlement européen. Petit florilège, alors dans l'ordre, ce que vous allez entendre, il y a Yannick Jadot pour les Verts, François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Manon Ombry pour la France Insoumise et Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Et puis vous aurez aussi la présidente qui va intervenir pour arrêter tout ça. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Mais la France importe aujourd'hui du gaz et du charbon parce que vous avez fermé Fessenheim et miné notre industrie. Protégez-vous les droits sociaux quand vous faites les poches des chômeurs et quand vous mutilez les gilets jaunes. Vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France. Il est vital que votre mandat reste unique. Des philippiques anti-Macron bien franchouillardes, la présidente du Parlement coupe carrément le micro. Eh bien, j'espère, Monsieur le Président, que cette Europe-là appuiera votre action. That's it. Thank you. Thank you. Let's go. Allez, on va en reparler tout à l'heure, évidemment. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule qui nous permettent de sortir un petit peu de l'actualité classique. Jean-Luc, on commence avec vous. Jean-Luc Benamias. Je m'excuse de vous emmerder avec ça. Oui, on pensait que ça irait mieux. L'histoire de la grève des poubelles à Marseille est une histoire en continu qui ne cesse de continuer. Ouais. Et l'une des organisations syndicales, je la cite, Force ouvrière, a redéposé hier un nouveau préavis de grève. Alors, je le redis, à un moment donné, la métropole, tous ceux qui jouent un rôle, la préfecture et la mairie de Marseille, qui n'est pas totalement responsable parce que c'est pas eux qui gèrent les déchets, mais quand même, prenez un temps qu'il faudra, 2 jours, 3 jours, mettez tout le monde autour de la table et signez ce fameux protocole, car je vous le rappelle régulièrement, à chaque fois que la grève s'arrête, on n'est jamais au courant réellement du protocole. Et voilà ce que ça donne. Ouais. On est reparti, encore une fois, alors je ne sais pas combien de temps ça durera, mais on est reparti sur une nouvelle grève des poubelles à Marseille. Ouais, 3e grève des éboueurs, 3e. Et la semaine dernière, vous étiez plutôt content parce que ça semblait se régler. Non. J'essaye d'être optimiste, d'être positif, de me dire à un moment donné, vivre dans une ville qui est rempli de poubelles et on n'a jamais, pour l'instant, même sur la seconde grève des poubelles, l'ensemble du ramassage n'a pas eu lieu. On n'a toujours pas rattrapé la seconde grève. Tu n'es pas seul, Jean-Luc. Voilà. Tu n'es pas seul, Jean-Luc. Pardon. Tu n'es pas seul puisque Toulouse aussi a eu sa grève des éboueurs. J'ai vu, je l'ai dit la semaine dernière. Et c'était dans un état absolument horrible, Toulouse. Oui. Oui, mais c'est pas moi parce que, je trouve ça plus que désolant parce que Marseille est une belle ville, on a tout ce qu'il faut, sérieusement. Et à un moment donné, il y a de la responsabilité, je le dis régulièrement, de l'ensemble de ceux qui doivent jouer un rôle. Élus, préfecture, de mettre le point sur la table et de dire on finalise, je ne sais pas quel sera l'accord final, mais on le finalise, on le publie. Ouais. Et on fait que l'ensemble des organisations soient mises au courant et que la population puisse recommencer à vivre dans une ville la plus propre possible. Eh bien, on espère que ça ne durera pas en tout cas. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on continue de débattre avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous, l'actualité commentée aujourd'hui par Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, ancien candidat à la présidentielle également, on peut le dire. Par ailleurs, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. La campagne française s'invite au Parlement européen. Qu'avez-vous pensé de ces interventions hier? Et puis on pourra parler éventuellement d'Emmanuel Macron et du fond de son discours. Nouveau conseil de défense ce matin. Faut-il lever les restrictions ou jusqu'à quand va-t-on avoir... il y a la mise en place du pass vaccinal qui va entrer en vigueur alors qu'on
voit qu'il y a une décrue tout de même enfin, il n'y a pas une décrue de la contamination, c'est faux, parce qu'hier, il y avait quand même 465 000 contaminés Omicron, mais en tout cas, il y a une décrue tout de même de la... Je ne vais pas trouver mes mots, de la dangerosité. Du nombre de lits. Du nombre de lits, voilà. Grève des profs, un effet Ibiza, bref, tous ces sujets avec vous. On a parlé de la grève des éboueurs à Marseille. Alexandre Malafay, c'est un coup de cœur pour un livre. Absolument, un livre qui a été écrit sous la direction de Didier Lebray, qui s'appelle Rendez les doléances. Didier Lebray, je crois que vous l'avez déjà reçu sur Sud Radio, est un ancien ambassadeur, ancien patron du centre de crise. Et Didier, en fait, s'est intéressé à un sujet extrêmement intéressant qui est les fameuses doléances qui ont été recueillis à l'occasion de la sortie de crise des Gilets jaunes. Vous savez, cette crise est commencée à l'automne 2018, qui a quand même bien secoué le pays. Et l'engagement du gouvernement, c'était bien sûr de collecter l'ensemble des doléances des Français, et puis après de les mettre à disposition, de les restituer, et puis d'en tirer des enseignements. Et de ça, ils n'ont rien fait. Rien n'a été rendu public. Donc Didier Lebray a mobilisé une équipe de chercheurs. Ils sont allés dans un certain nombre de centres dans lesquels tout ça avait été stocké. Et puis ils ont exhumé cette parole des Français, qui résume finalement assez bien cette espèce de sentiment de vécu, de grand déclassement pour une partie des citoyens, et qui rappelle qu'il y avait une colère extrêmement chaude à ce moment-là, et qui aujourd'hui est peut-être, on va dire, apaisée ou assoupie parce qu'il y a une crise sanitaire et que les choses se manifestent moins qu'elles se sont manifestées pendant cette crise, mais que voilà, le danger de cette France qui se sent effectivement victime de toutes les défaillances du système et qui est oubliée, cette colère-là, elle est sous-jacente, elle va se réexprimer très prochainement certainement. Et donc ce livre enquête en fait permet de se rappeler ce que les gens ont dit, de revenir sur comment cette crise a fonctionné, et de redonner la parole et de réattirer l'attention alors bien sûr tout n'est pas dans le livre, mais sur cette parole citoyenne qui représente une partie non négligeable de ce que représentent les Français, et puis qui montre bien au travers de ce livre que voilà, la promesse de l'exécutif qui est de dire on vous écoute et on va en tenir compte, cette promesse elle a été bafouée. Ouais. Et je crois que c'est bon de le rappeler à quelques semaines d'une présidentielle où on est bien sûr avec chacun qui dit et je suis le meilleur et je vous ai compris. En fait, et souvent, ils n'ont rien compris du tout, ils font que ce qu'ils veulent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces cahiers de doléances, d'ailleurs ? Ils sont stockés dans des différents centres d'archives. Il y a 16 000 villes en fait qui les ont quand même, qui ont participé à l'exercice. Vous avez 400 000 pages et qui ont été comme ça stockées dans différents centres d'archives, et donc pour l'instant dont personne ne fait rien. Ça devait être numérisé, synthétisé. Alors évidemment c'est un boulot considérable, mais il fallait pas s'engager dans ces cas-là. On s'engage pas pour après décevoir, parce que plus vous décevez les gens, plus à un moment donné ils vous le reprochent. Rendez les doléances, donc un livre. C'est publié chez Lattès, c'est sorti il y a quelques jours. Sincèrement c'est bien écrit, c'est intéressant parce que c'est bourré de témoignages, et puis ça revient sur les ressorts d'une crise quand même qui nous a bien secoué et qui peut se remobiliser d'une manière ou d'une autre. Ouais, Bravo. Oui. Non, c'est quoi ? Alors Jean-Philippe Dugouin-Clément peut-être voulait réagir. C'est assez caractéristique de ce qu'a fait le gouvernement et sous cette mandature sur beaucoup de points. On a eu la même chose avec la Convention citoyenne, on promet beaucoup, on fait des effets d'affichage, on occupe les médias en sursaturant le débat, et puis quand l'actualité est passée à autre chose, on oublie, on entasse, on ferme, on met ça dans une cave et on n'y pense plus. La réalité de fond, c'est que les questions qui avaient causé la colère des Gilets jaunes, le sentiment de déclassement, le sentiment de relégation, le sentiment d'un décalage total entre les droits et les devoirs d'une partie de la population, ce sentiment-là, il reste assez profondément ancré chez une partie de la population. On n'y a pas répondu. Alors effectivement, la pandémie, l'actualité, les élections, il faut qu'on parle d'autre chose aujourd'hui, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Ce sentiment-là de déclassement que connaît le pays depuis une quarantaine d'années, il va en grandissant, et ça sera un des grands enjeux du début du prochain quinquennat. Avec effectivement un sentiment de mépris qui peut y avoir parfois, et là en l'occurrence sur ces cahiers de doléances. Jean-Luc, vous vouliez dire quelque chose, vous vouliez intervenir ? Oui, bravo à Didier Lebray, parce que c'est un gros boulot. Parce que quand vous regardez les images où se retrouvait le soi-disant classement des cahiers de doléances, c'était dans un coin d'une cave ou d'un lieu complètement caché, où effectivement les mairies les avaient collectionnés en disant qui c'est qui va venir travailler, mais c'est un boulot immense. Félicitations, parce que effectivement, comme viennent de lire les autres interlocuteurs, tout ça n'est pas terminé. Enfin, la crise
de crédibilité en France, elle n'est pas terminée. Pour faire un petit clin d'œil sur l'histoire, et pardonnez-moi, rappelons-nous quand même que les doléances, c'est le terme qui avait été utilisé en 1789 pour une démarche similaire, qui n'a pas été suivi des faits, on connaît la suite. Ça s'est mal fini. Oui, ça s'est mal terminé. Jérôme Ripoul, vous, c'est un coup de cœur? Oui, alors juste une précision pour Alexandre. D'abord, ce travail, il avait déjà été fait, puisque le gouvernement de l'époque avait mandaté une ou deux sociétés, je crois, donc il y a eu un contrat public qui a été signé, pour que soient retraités les cahiers de doléances. Donc le travail, il a été fait. Il n'a pas été rendu public, nuance. Alors, mais est-ce qu'il a été fait? Parce qu'hier, on a longuement débattu sur justement ces commandes publiques qui sont faites avec un travail qui n'est pas toujours fait. En l'occurrence, avec McKinsey. Là, il semblerait que... S'il est fait, qu'est-ce qu'on attend pour le restituer? Il n'est pas conforme à ce qu'attend le président de la République. Pardon ? Les résultats sont peut-être pas conformes à ce qu'attend le président de la République. Surprise. Oui, effectivement, un coup de cœur, un coup de chapeau à Mouti, à Angela Merkel, que je peux qualifier d'incorruptible. On a appris hier qu'elle venait de refuser une offre de l'Organisation des Nations Unies, qui avait été proposée, donc une proposition de travailler. Alors certes, c'était essentiellement honorifique, mais pas que. Elle a refusé donc à l'ONU de venir travailler, d'apporter ses compétences aussi, parce qu'elle considère qu'elle a fait son temps. Et donc elle a refusé cet emploi, et je trouve ça grandiose. Alors pour moi, il y a quelle différence et quel contraste, d'une part avec son prédécesseur Schröder, qui, ne l'oublions pas, émarge dans une société russe, Rosneft, qui pour une place au conseil d'administration qui a été donnée par son ami Poutine, et quel contraste aussi avec notre ancien Premier ministre François Fillon, qui lui n'a pas un mais deux places au conseil d'administration, puisqu'il en a eu une en décembre à Sibur, et avant il était à Raja Rosneft pour une société de pétrochimie. Donc on voit quand même qu'il y a, c'est un peu le De Gaulle allemand, hein, Merkel, quoi. C'est vraiment l'incorruptible, et je trouve ça sympathique de sa part de se consacrer à ses mémoires et pas essayer d'arrondir ses fins de mois comme certains politiques. Alors on ne sait pas quelle était la nature de la proposition, mais c'était prendre a priori la tête d'un conseil composé pour traiter de l'agenda commun à l'ONU. Elle en a marre. Elle en a marre, oui. Oui, Alexandre ? On peut ajouter que Nicolas Sarkozy est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés, dont le groupe Accor. On peut rappeler que, je crois, François Barouin vient d'accepter d'être président de Barclays France. Voilà, donc la politique est un bon tremplin pour aller faire de bonnes affaires. Et le mot arrondir n'est pas très bon. Hein. C'est augmenter considérablement ses fins de mois. C'est vrai. Jean-Philippe Dugouin-Clément, c'est un coup de gueule. Oui. En 1979, le Parlement européen élisait Simone Veil, première femme à présider cette instance, qui a été une des membres fondatrices du parti auquel j'appartiens, l'UDI. Et il y a de cela maintenant 2 jours, le Parlement européen a élu à nouveau une femme, en l'espèce Roberta Metsola, élue de Malte, qui est le dernier pays de l'Union européenne où l'IVG reste totalement illégal. Madame Metsola est hostile à l'avortement, elle est hostile à la criminalisation des violences faites aux femmes. Donc quand on est sur une époque où on parle beaucoup de la protection des femmes, de MeToo, ça peut laisser relativement rêveur. Elle a été élue extrêmement largement. 458 votes sur 690 exprimés, une quinzaine d'abstentions ou d'absents, c'est-à-dire que la quasi-totalité des députés européens, à l'exception de l'extrême gauche et des Verts, ont été amenés à voter pour cette candidature sur quelqu'un qui n'a pas renié ou qui n'a pas évolué sur ses convictions, ce qui, moi, me fait mal par rapport à ce que je crois en tant que progressiste et humaniste. Alors certes, on va m'objecter qu'au Parlement européen, il y a une tradition d'alternance gauche-droite qui a été respectée, que le président a un rôle honorifique, c'est pas une présidence exécutive. Mais enfin, il y a quand même un malaise par rapport aux partis, tous confondus, qui ont accepté de voter pour elle. Moi, j'en veux pour preuve, c'est qu'on a tricoté un cache-sexe avec l'établissement d'une feuille de route dont le premier point mentionne en première priorité l'alignement par le haut des droits des femmes en Europe, y compris sur la santé sexuelle et reproductive. Alors, au fond, tout ça, c'est quoi ? Ça représente ce que détestent les gens.
gens, ce qui font que les gens ne s'intéressent plus à la politique. Ça donne l'impression de compromis, pour ne pas dire de compromissions, qui sont faites entre happy few, qui se répartissent des places, des commissions, des vice-présidences dans un parlement. Et au fond, ce qui a été fait, c'est comme dans la Bible où Ésaü vendait pour un plat de lentilles à son frère Jacob son droit d'aînesse. Eh bien, je pense que beaucoup de parlementaires ont d'une certaine manière vendu leurs convictions dans le cadre d'un arrangement purement politique. Alors, je ne sais pas si c'est un arrangement. Je crois que c'était vraiment, en fait, quelque part, quelque chose qui a été préparé dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, les postes ont été répartis lorsqu'ils ont négocié cette espèce d'accord de gouvernance au sein du Parlement européen. Et voilà, c'était la logique normale de ce qui était prévu lorsqu'ils avaient, je crois, passé un accord pour mettre l'Italien à la tête du Parlement européen. Et c'est elle qui, naturellement, devait lui succéder. Je crois qu'ils ont simplement respecté ce qui avait été prévu. C'est un accord, très bien, mais il faut assumer qu'on a élu comme présidente du Parlement, présidente du Parlement européen, quelqu'un qui est anti-IVG et qui est contre la défense des femmes victimes de violences. Il y a juste un moment où il faut assumer ce qu'on vend, et tout accord ne permet pas d'assumer ça. Enfin, on est quand même sur quelqu'un qui n'a pas fait amende honorable sur ces sujets, qui n'a pas évolué. Donc très bien, ça devait être un représentant du PPE, dont acte, mais enfin il pouvait choisir quelqu'un d'autre. Et au passage, représentante, mais ça ne... Je ne l'associerai pas à son pays, mais représentante d'un pays qui a des problèmes de corruption, qui a des journalistes qui ont été assassinés par le pouvoir en place, qui a des problématiques de vente de passeports européens frauduleux, etc. Donc effectivement, c'est peut-être pas très opportun. Alors Emmanuel Macron n'est pas toujours exemplaire. Non, mais alors Emmanuel Macron hier a indiqué qu'il voulait inscrire le droit à l'avortement et la protection de l'environnement dans la Charte des droits de l'homme, des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je ne sais pas qui. Voilà, c'est encore très confus. Décalage. Ouais, c'est quand même très confus. Il n'y a rien de nouveau dans cette histoire. C'est depuis le début qu'il y a, pour avoir une. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de majorité au Parlement européen depuis 1979 et l'élection de Madame Simone Veil. Jean-Pierre, tu as bien eu raison de rappeler tout cela. Mais il n'y a pas de nouveauté. Et donc le choix est fait, mais bien avant, dès le démarrage, pour avoir une présidence tournante. Il y a 2 présidents sur les 5 ans, un président ou une présidente. Voilà. Et rien de nouveau. Maintenant, évidemment, on peut se poser des questions sur le fait que... J'ai entendu que vous disiez que cette présidente est honorifique. Elle n'est pas qu'honorifique. C'est la 3e présidence de l'Union européenne, non pas la présidence tournante, telle de ce dont nous allons parler juste après, mais sur le fait que c'est la présidente du Parlement européen, avec le président du Conseil européen et avec la présidente de la Commission européenne. Ce triumvirat dirige l'Europe, avec le Conseil européen et les chefs d'État et de gouvernement. Ça va peut-être être compliqué entre un président qui affirme, comme Emmanuel Macron, que l'IVG doit être inscrit dans le droit européen et elle qui s'y est opposée. Je ne sais pas comment tout cela va évoluer. C'est une déclaration d'intention. J'y reviendrai tout à l'heure. Ouais, on va en parler dans un instant. Restez avec nous, on est ensemble sur Sud Radio. On marque une toute petite pause. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec Jean-Luc Benamias, Alexandre Malafaille, Jérôme Ripoul et Jean-Philippe Dugouin-Clément. On évoquait la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, anti-IVG. Et hier, effectivement, Emmanuel Macron est allé prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Enfin, je ne sais pas très bien ce qu'il est. Il est quoi? Il est président de l'Europe, c'est ça? Du Conseil de l'Union européenne. Voilà. Donc, il s'est exprimé devant le Parlement européen pour lancer cette présidence française qui va durer 6 mois. Premier rendez-vous pour présenter sa vision autour de 3 axes, la démocratie, le progrès et la paix. Moi, je dis c'est formidable et il aurait pu ajouter que la guerre c'est mal et que la pluie ça mouille. Non, je suis méchante. Je suis méchante et ironique. Juste revenir quand même sur ce qui s'est passé. On a entendu tout à l'heure dans le zapping de Gilles Gansman, peut-être qu'on peut repasser cet extrait des eurodéputés qui sont intervenus et qui sont adressés directement à Emmanuel Macron comme s'ils étaient dans un hémicycle français. On va écouter. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Mais la France importe aujourd'hui du gaz et du charbon parce que vous avez fermé Fessenheim et miné notre industrie. Protégez-vous les droits sociaux quand vous faites les poches des chômeurs et quand vous mutilez les gilets jaunes. Vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France. Il est vital que votre mandat reste unique.
Des philippiques anti-Macron bien franchouillardes, la présidente du Parlement coupe carrément le micro. Eh bien, j'espère, Monsieur le Président, que cette Europe-là fera votre action. That's it. Thank you. Thank you. Let's go. Voilà. En tout cas, elle a de la poigne. Elle sert au moins à ça, couper. Non. Le temps de parole au Parlement européen est extrêmement strict. Ouais. Le simple député européen que j'étais avait le droit généralement à 1 minute. À 1 minute 1, le micro a été coupé. Là, il s'agit de déclarations centrales quand on est au devant de la scène. Simplement, la présidente disait à Yannick Jadot: attention, je vais couper le micro. Vous avez dépassé vos 7 minutes ou vos 8 minutes. 5 minutes. Pas plus que ça, pas moins. Elle n'était pas en train de le couper par rapport à ce que disait Yannick Jadot. D'accord, c'est par rapport au temps. Vous en avez pensé quoi de ces interventions? Donc, vous qui avez été, est-ce que c'est une chose ordinaire, habituelle, que de s'adresser comme ça au président en parlant de problèmes franco-français? J'ai vécu ça avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est-à-dire que, globalement, de toute façon, cette présidence est une fiction. Cette présidence de 6 mois n'a strictement aucun sens, sauf dire aux 27 pays de l'Union européenne: vous avez le droit, chacun votre tour, de, entre guillemets, diriger l'Europe pendant 6 mois. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'Europe est présidée par le président du Conseil européen, M. Michel, l'Europe est présidée par Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et l'Europe est présidée en troisième partie par la présidence du Parlement européen. Et puis, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement se réunit régulièrement, est aussi une présidence. Cette présidence-là est une fiction. Oui. Jérôme Ripoll. Jean-Luc a tout à fait raison. D'une part, alors c'est exceptionnel pour nous puisque ça arrive une fois tous les 13 ans. Voilà, ça c'est clair. Ça. Mais au Parlement européen, ça se passe tous les 6 mois. Ouais. Donc là, il y a un focus effectivement avec les présidentielles. Voilà. Je pense que malgré tout, c'est vrai qu'on a été accusé de truster finalement l'hémicycle pour parler de problèmes franco-français. Mais le premier qui a introduit le sujet, c'est quand même le Bavarois, le patron du PPE européen, qui a dit finalement, moi j'espère que Valérie Pécresse va être élue. Donc on voit bien que le seul français qui est intervenu, le seul non français qui est intervenu, a lui-même positionné le sujet. Mais je trouve que c'était assez troublant effectivement de voir dans le Parlement européen, qui était assez déserté puisqu'il y avait la moitié de l'hémicycle, de voir ce débat de chiffonnier entre certains candidats, puisque Jadot est candidat, et le président de la République qui lui aussi l'est, quoi. Et qui d'ailleurs, au passage, il faut le souligner, a quand même fait un traitement un peu injuste aux journalistes, puisqu'il a refusé de répondre à leurs questions à la fin de... Et ils sont partis. Et ils sont partis à juste titre, parce que si on sait bien qu'il a un arrière-pensée dans sa position, il faut l'assumer jusqu'au bout et quand même répondre à la presse libre et indépendante, même si elle dérange. Ouais. Vous l'avez ressenti comment, Jean-Philippe Dugoin-Clément? Pardon, Alexandre, je vous donne la parole après. Tout ça, ça justifie ce que demandait Valérie Pécresse et un certain nombre d'élus, c'était de demander à reporter d'un semestre cette présidence de l'Union européenne française. Parce que la réalité, c'est qu'elle est polluée par le débat politique national. Ce qui a eu lieu au Parlement européen, moi j'ai jamais été député européen, je ne sais pas si c'est courant ou pas, mais je considère que c'est donner une mauvaise image d'un pays. À l'étranger, je considère qu'on doit avancer unis, on doit avancer groupés, et pas donner l'impression d'un débat qui n'est pas au niveau, un débat qui, pour une opposition, est de venir s'écharper sur des débats de chiffonniers, sur des règlements de compte. Pour un président en place qui est de venir prendre des affichages qui sont des affichages de politique interne, parce que le problème du président aujourd'hui, c'est de montrer qu'il est au-dessus de la mêlée, que là où il est agressé, il répond techniquement, il répond sur des axes qu'il essaye de promouvoir pour sa prochaine campagne électorale, et on est sur une présidence qui est intégralement faussée, polluée, et qui plus est, si le président de la République sortant est battu parce qu'il se représentera le 10 ou le 24 avril, eh bien on sera sur une présidence qui aura été 3 mois d'un côté, 2 mois de l'autre. Donc c'est quelque chose qui n'a aucun sens et qu'Emmanuel Macron aurait dû avoir la sagesse d'accepter de repousser d'un semestre. Oui, mais là sur le comportement, on n'aurait pas donné cette image. Sur le comportement, absolument. D'ailleurs, les députés, les eurodéputés étaient assez gênés. Il y a Guy Verhofstadt, je ne sais pas si je le prononce bien, qui exprime tout le désarroi du Parlement hier en disant on a besoin d'unité, Monsieur Jadot, l'heure est grave en Europe. Et c'est vrai que
tous étaient un peu désespérés. Un Anglais a dit « not my cup of tea » en parlant de ce genre d'intervention. Alexandre Malafaye. Non, mais c'est dommage. Alors c'est vrai, d'autant plus que c'est un exercice qui est compliqué. Hein. C'est un grand discours suivi de nombreuses questions. Ça dure plusieurs heures. Donc il faut aussi tenir le choc de conversations, de discussions comme celle-là. Mais ce qui s'est passé hier était évidemment totalement prévisible. Et j'allais dire, cette bonne guerre, c'est triste pour l'Union européenne, c'est triste pour la scène que ça envoie, et c'est triste parce que finalement, on se concentre là-dessus, et peut-être beaucoup de choses intelligentes ou intéressantes ont été dites, et puis on n'y accorde aucune importance. Mais cette bonne guerre, en effet, il fallait passer son tour. Il faut d'autant plus savoir que l'Union européenne a proposé à la France de passer son tour. Un certain nombre de voix en France, dont nous, on a écrit un article il y a 1 an pour dire il faut que, avec une autre organisation, Europa Nova, il faut que la France passe son tour. Ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, on sait bien que le président de la République va, sauf coup de théâtre extraordinaire, déclarer sa candidature dans quelques jours. Il ne pouvait pas le faire avant pour éviter effectivement d'être pollué dans son discours de Strasbourg. Il est rattrapé par l'ambiguïté ou l'hypocrisie de sa situation, et ça lui pète à la gueule. Et effectivement, ça gâche un peu, comme la séquence Ibiza, ça gâche un peu son début de prise de position européen dont il voulait se servir pour évidemment continuer à avancer sur sa séquence présidentielle. Donc je veux dire, c'est dommage, mais c'est bien fait pour lui, et c'est malheureusement effectivement au détriment de l'intérêt général de l'Union européenne et du débat à ce niveau-là. Voilà. Mais ça, c'est typiquement notre président qui ne pense qu'à lui dans ce genre de séquence. Oui. Et c'est aussi dû. Alors Jean-Luc, on doit marquer une petite pause. Non, il n'y a pas de souci, c'est la pub, on doit respecter les horaires. C'est comme ça, il y a des horaires, c'est dommage, ça coupe le débat. Mais regardez votre réaction pour les minutes qui suivent. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous jusqu'à midi avec Jean-Luc Benamias, Alexandre Malafaye, Jérôme Ripoul et Jean-Philippe Dugouin-Clément. Jean-Luc Benamias, oui, ce que dit Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe Dugouin-Clément, ça c'est comme au Parlement européen, ou c'est vous peut-être Jérôme Ripoul, ça, je ne sais plus. C'est comme au Parlement. Ça s'arrête. Au bout d'une minute, vous n'avez plus le droit de parler. Voilà, on vous a coupé la parole. Non, allez-y. Oui, ce que vous vouliez dire, on parlait donc de cette présidence européenne de la France. Ces présidences de 6 mois peuvent amener des sujets. Mais on ne change pas les règles en Europe en 6 mois. Tout le monde le sait, c'est long, il faut mettre d'accord les 27 pays. Donc, quels que soient les sujets avancés, même s'ils sont tout à fait intéressants, ça va durer plusieurs présidences pour changer, notamment pour améliorer Frontex, par exemple, puisqu'il a Frontex, c'est la police européenne aux frontières. Mais bon, c'est pas en 6 mois qu'on fait ça. Mais donc ça sert à rien. Mais moi, je pense que cette présidence, elle est uniquement honorifique. Celle-là est uniquement honorifique, et qu'elle permet. Mais je prends un exemple, je vais vite. Le traité de Lisbonne s'appelle le traité de Lisbonne. Il a été travaillé avant que les Portugais aient la présidence, par d'autres présidences. Et puis, il a été signé, c'était l'Allemagne qui avait la présidence. Donc, à ce niveau-là, voilà, tout ça, et heureusement d'ailleurs, met un certain temps. Et donc, on peut faire des effets d'annonce. Ces effets d'annonce sont suivis d'effets à long terme. Oui, moi, je vais préciser, je nuancerai, Jean-Luc, honorifique, car le fait qu'on ait la présidence donne la possibilité à tous les ministres en exercice du gouvernement Castex, d'aller diriger le Conseil des ministres de l'Intérieur, de l'économie, etc., etc. Donc il y a quand même une. Donc en fait, ils deviennent référents sur le Conseil des ministres. Donc il y a quand même une influence. C'est eux qui prennent la pole position. Par exemple, sur l'intérieur, ils peuvent faire avancer Frontex. Darmanin va pouvoir prendre le lead. Idem pour le maire. Donc c'est un peu moins honorifique que tu sembles le dire quand même. Non, parce qu'en 6 mois, parce que le temps de se réunir, le temps de prendre une décision, le temps de... Non, mais ça j'entends. Chaque ministre passe après devant toutes les commissions qui existent au Parlement européen. J'entends. Ils viennent faire... Ça dure 3 mois déjà, ça. Et après, ça dure 3 mois pour faire la conclusion. En tout cas, puis il n'y a pas de rupture. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de rupture entre les présidences. Il y a qu'en fait, la présidence française a été préparée avant avec la présente présidence. Et l'une des missions de la présidence, ça va être de préparer la suite avec le successeur. Je vous pose une question. Parce qu'on est que sur des process de long terme. Quel était le président avant la France? Qui dirigeait cette instance avant la France? C'est une bonne question. La Slovénie. C'est ça, absolument. Bonne question. C'est pas grave, j'ai rien contre la Slovénie. Non, mais ça prouve effectivement un beau côté pays. un peu
pas éphémère, mais anecdotique peut-être du truc. Nouveau conseil de défense, alors est-ce qu'il faut lever les restrictions? Beaucoup donnent en exemple la Grande-Bretagne, un conseil de défense sanitaire donc est prévu ce matin, est en train de se tenir à l'Élysée pour donner de la visibilité quant aux restrictions liées à la crise sanitaire. Il y a beaucoup de contamination à Omicron, il semble quand même qu'il y ait moins d'hospitalisation, que le virus envoie moins les gens à l'hôpital, donc la question du pass sanitaire se pose évidemment, du pass vaccinal, du pass vaccinal. On a entendu tout à l'heure avec Gilles Gansman que même le Sénat veut une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. C'est compliqué, on n'est pas médecin. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire attention parce qu'il y a un nouveau variant qui peut-être peut arriver. D'autres qui disent ça va, comme l'Espagne où il faut vivre avec ce virus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La position espagnole, elle est pas inintéressante puisque je le rappelle pour ceux qui l'auraient pas entendu, l'Espagne a dit il faut peut-être revoir la manière dont l'Europe traite la pandémie Covid en traitant ça finalement comme une grosse épidémie de grippe et en ayant les mêmes outils de pilotage que pour les épidémies hivernales et grippales. Donc ça paraît quand même aujourd'hui, vu l'impact que ça a sur les hôpitaux qui s'est grandement amoindri, ça paraît quand même intéressant de savoir si on ne va pas rentrer dans des épidémies cycliques où finalement il va falloir modifier notre mode de vie, mais pas complètement le bouleverser comme ça a été le cas pendant toute la période du Covid. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, il y a un conseil de défense. De toute façon, personne ne saura ce qui s'y sera dit, la façon dont ça aura été décidé. On va continuer ce qu'on a depuis le début. Non, on assiste aujourd'hui, a priori, sur ce qu'on nous dit, le pic serait en train d'être passé sur l'Île-de-France et on tangenterait le pic au niveau national. On commencerait à y arriver avant d'avoir le plateau et la décrue. Ce qui est vrai, c'est que le variant Omicron, enfin en tout cas moi sur les gens que je connais, qui ont pu l'avoir, est beaucoup moins virulent que ne l'était le Delta ou un certain nombre de prédécesseurs. Les progrès en termes de vaccination contribuent aussi à amoindrir la gravité des effets. Moi, je rejoins assez ce qui a été dit. Soit on est sur une pandémie qui disparaît comme elle est venue. Ça peut, la grippe espagnole a disparu en quelques semaines après avoir duré 3 ou 4 ans. Soit on est sur quelque chose qui devient une maladie épidémique comme la grippe chaque année et on ne pourra pas raisonnablement continuer à vivre dans des systèmes d'exception pendant des années après année. Et la question, je pense, qui devrait se poser, c'est beaucoup plus l'adaptation de notre système à une vie à peu près normale en essayant d'avoir un maximum de protection possible. Oui. Alexandre Malafaille. En fait, je trouve assez intéressant d'observer ce phénomène, c'est-à-dire que on est à un moment où finalement le gouvernement a choisi de s'obstiner à durcir encore les règles alors qu'on avait un pass sanitaire qui fonctionnait bien, une campagne de vaccination qui continue malgré tout à opérer. Et finalement, comme on n'est pas maître du virus, même si on va être maître des horloges, on va peut-être se retrouver face à un effet boomerang, c'est-à-dire qu'ils vont ils durcissent les règles de manière très coercitive, avec un débat qui est compliqué sur ce sujet-là et qui ne fait pas consensus au niveau de la nation. Regardez les sondages, les Français sont quand même très partagés sur la pertinence du pass vaccinal, c'est presque à 50-50. Et là, tout d'un coup, on va se rendre compte qu'on va appliquer un truc très dur, peut-être, pendant 8 jours, 15 jours. C'est pour ça que le Conseil de défense va annoncer des décisions avec un calendrier, parce que c'est peut-être la seule façon pour eux de ne pas se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Parce que c'est tout ce qui manque à ce dispositif, c'est une proportionnalité ou une adéquation, comme disait Gérard Larcher, en fait, de la réponse à la problématique et à la menace. Et on voit bien que, vis-à-vis d'Omicron, qui est un problème par ailleurs, parce qu'Omicron, ce qu'on constate, c'est que les gens vaccinés peuvent l'avoir une fois et peuvent même le avoir 2 fois 3 semaines plus tard. Mais donc, on peut se poser des questions sur l'impact de la vaccination, en fait, sur la perméabilité des vaccinés, en fait, à attraper cette maladie. Mais bon, les symptômes restent relativement bénins, donc c'est pas très grave, même si c'est une réalité. Enfin, 63% des Français sont favorables au pass vaccinal, c'est pas tout à fait ce que vous disiez. Je suis d'accord, Valérie, mais ça veut dire que 37% ne sont pas d'accord, donc c'est peut-être une majorité, mais c'est pas énorme. Enfin, on n'est pas dans des phénomènes de soutien massif, quoi. Et donc cette quand même, 63%, si un président de la République est élu à 100%, c'est beaucoup, 63%, c'est une large majorité. C'est une large majorité. Mais oui, mais vous avez quand même un gros tiers des Français qui trouvent que c'est pas une bonne idée. Donc ça dit quelque chose. Mais dites pas 50-50, c'est pas 50-50, c'est pas 50-50, c'est 63-37 si on est tout à fait exact. C'est ce que je voulais dire. Jean-Luc Benamias.
Oui. Moi, je pense qu'à ce genre de questions, les gens répondent pour les autres, mais pas pour eux. Donc, oui, c'est bien le pass vaccinal, mais pour moi, c'est compliqué. Bon, passons. Moi, je regarde ce qui se passe dans les autres pays. Je regarde le pays qui a expérimenté le plus le vaccin, qui s'appelle Israël. Que vient de faire Israël depuis quelques semaines ? Débloquer absolument tout. Dire maintenant, on va apprendre à vivre avec Omicron et sans doute différents variants qui risquent d'arriver. En espérant, c'est ce que j'en pense moi, enfin ce que j'en pense, ça n'a pas de sens, mais que les variants comme Omicron vont être de moins en moins dangereux et moins en moins expansifs. Parce que, alors là, c'est génial quand même d'avoir 400 000 cas Covid. On bat tous les records quasiment tous les jours. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, malgré le pass vaccinal, pensent qu'ils ils doivent aller se faire vérifier absolument une fois par semaine. Ça n'est pas tenable. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'Israël qui a changé ses positions. L'Angleterre l'a fait, on l'a dit tout à l'heure. Le Danemark l'a fait, l'Espagne l'a fait. Il serait bon que la France parfois soit pas en retard et qu'on commence déjà à commencer à apprendre à vivre, tout en pensant évidemment aux soignants et aux hôpitaux, même si effectivement et heureusement le nombre de lits utilisés par rapport aux gens qui sont gravement malades est en train de descendre, très lentement certes, mais il est en train de descendre et pas en train de monter. Ouais. Ouais, bon, c'est compliqué parce qu'il y a effectivement ceux qui disent il y a d'autres variants qui peuvent arriver, donc soyons prudents. L'Angleterre est arrivée à un pic et décroît. Nous, on n'est pas encore arrivé à la décroissance de la contamination. Nous on commande sur un plateau, on n'est pas. Mais c'est vrai que c'est aussi un enjeu politique pour le gouvernement. Complètement. Avec un ras-le-bol quand même des Français. Il y a un enjeu politique parce que d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça aura, et les sondeurs commencent à tirer la sonnette d'alarme, ils commencent à s'inquiéter sur la participation à l'élection présidentielle, qui est quand même l'une des élections françaises les plus suivies. Ça a cassé quelque chose quand même dans la campagne. On voit, il n'y a pas de meeting, il n'y a pas eu de grand meeting. Y en aura-t-il ? C'est pas sûr. Si on nous dit 2 semaines de plus en télétravail, etc., on arrive en février. La dynamique de la campagne est cassée. La capacité de dialogue avec les Français, elle est aussi quasiment absente. Et moi, je trouve que il y a peut-être aussi eu, j'en sais rien, mais des arrière-pensées sur les effets que ça pouvait produire. J'espère que non, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça a un effet sur la campagne et pas un effet bénéfique pour les outsiders. Mais c'est une vraie décision, Jean-Philippe Douin-Clément, pour le gouvernement. Ce qui va sortir de ce Conseil de défense sanitaire n'est pas neutre. S'il y a le maintien du pass vaccinal, le maintien de mesures assez restrictives, et qu'on voit qu'effectivement un petit peu partout on lève le pied, c'est pas facile comme décision. Je pense que la question pour le président de la République, elle est autant sanitaire que politique au sens électoral du terme. Et c'est la conjonction entre d'un côté ce qui est considéré comme une utilité sanitaire et de l'autre côté, on va se dire les choses, on est à 2 mois et demi du premier tour de la présidentielle, c'est quel est l'impact par rapport à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on voit bien que les pays européens allègent les dispositifs, que Omicron est beaucoup moins virulent, plus contagieux, mais moins virulent que ses prédécesseurs, et on sait que le gouvernement va alléger. Je pense que le problème qui se pose aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est la question du calendrier, du niveau d'allègement de ces restrictions pour essayer d'en tirer quelque part les marrons du feu et de pouvoir dire qu'il a géré la crise, il a été l'homme avec une poigne de fer qui a sorti la France de là et que maintenant il est le libérateur. On verra. C'est exactement ça. Face à une population qui a été stockholmisée et qui vit dans l'esprit du syndrome de Stockholm, le libérateur, évidemment, sera celui à qui on accordera ses suffrages parce que après vous avoir enfermé pendant 2 ans, il est celui qui vous libère. Et je crois qu'il y a un calcul politique qui se fonde sur ce principe-là, bien sûr. Bon, on va passer à un autre sujet. Je voulais qu'on parle de cette grève des enseignants. 2e jeudi de grève, de défilé dans la rue. Est-ce qu'il y aura un effet Ibiza? On va marquer une petite pause et on en parle avec vous. Les débats avec vous, grève des profs aujourd'hui, une première grève très suivie le 13 janvier dernier. Syndicats et enseignants donc se préparent aujourd'hui à une nouvelle journée d'action pour protester contre la gestion de la crise sanitaire. Je mélange grise, ça fait grève et crise en même temps, c'est pas mal. La première, 75% de grévistes étaient descendus dans la rue selon l'un des principaux syndicats.
syndicats. Aujourd'hui, l'objectif est toujours le même, maintenir la pression. Est-ce qu'il y aura moins de monde? Est-ce qu'il y aura plus de monde? Est-ce que la séquence Ibiza va mobiliser les profs, Jérôme Ripoul? Il y a quand même eu la logique des mouvements. Je le vois mal s'amplifier, mais quoique. La question, c'est quel aura l'effet Ibiza, avec quand même la petite bombe à fragmentation sur l'épisode de son épouse, Cabana, qui quand même redonne un petit peu de crise dans la crise. Je sais pas, je crois pas. Enfin, moi, ce qui m'a frappé dans le quinquennat Macron, si je reprends un peu de hauteur, c'est de voir que des affaires qui avant auraient fait sauter tel ou tel ministre n'ont pas fait bouger les lignes, et on avait vu qu'il y a des ministres qui sont restés en place. Donc et là, vous pensez qu'il aurait dû sauter pour ça? Ah non, je dis pas. Je dis que regardez Mattei s'est présenté, il a fait une interview avec son polo Lacoste. Bien sûr. Il a subi les conséquences. C'était quand même assez anecdotique. C'était en plein été, voilà. Il n'avait pas conscience de la crise. Là, le gars sait qu'on est en pleine crise. Il va prendre ses vacances hors de France. Entre nous soit dit, quand on est ministre, on peut quand même faire travailler l'hôtellerie et la restauration française. Il était chez des amis. Il dépense pas un sou. C'est vrai, d'accord. Mais alors, on rentre après dans l'intimité. Disons que le symbole est assez anodin, et il démontre surtout... Le symbole est anodin, vous avez dit. Oui, mais parce qu'il est anodin. C'est-à-dire qu'en clair, on a une sursensibilité sur des choses qui pourraient paraître complètement anecdotiques et qui aujourd'hui font surréagir les Français. C'est-à-dire et ça, c'est l'effet ras-le-bol. Et donc, est-ce que c'est de nature à mobiliser plus? Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi? Je ne crois pas, pour une raison bien simple, c'est que, je l'ai déjà dit sur Centaine, les gens enseignants sont des gens extrêmement sérieux, mais qui sont dans une espèce de mal de vivre assez important, et pas depuis cette histoire d'Ibiza. Et donc là, il y a eu un rappel à la grève. Moi, il ne m'a pas échappé qu'un certain nombre de syndicats qui avaient signé ne signaient plus. Je pense à l'UNSA notamment, mais pas uniquement l'UNSA, qui est un syndicat, c'est le second syndicat enseignant. Bon, après, évidemment, et je pense que M. Macron, le président de la République, doit bien le penser, c'est qu'avec cette nouvelle affaire Ibiza, le vote des enseignants, qui est un vote important, il en a perdu une grande partie. Et rattraper ça va être difficile. Maintenant, Viré Blanquer, moi, il y a une image qui m'a fait marrer, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, c'est quelques enseignants qui sont allés faire la bamboche devant le ministère. J'ai trouvé ça sur le mode amusant, sur le mode Ibiza, avec un sosie qui lui ressemblait incroyablement. J'ai trouvé ça amusant et pas violent. Voilà. Jean-Claude. Pardon, Jean-Claude, je veux pas bien, moi. Jean-Philippe, donc j'ai c'est ça, Jean-Philippe. C'est le problème des noms composés. Non, trois choses. La première, je trouve, c'est quand même révélateur d'une dérive assez malsaine qu'on a sur la société, qui est une dérive d'intrusion. Est-ce qu'on demande à l'ensemble des élus aujourd'hui, il y a 10 ans, 20 ans, des people, où est-ce qu'ils vont en vacances? S'il a payé ses vacances, il avait le droit de partir potentiellement. On est sur des débats, je trouve, qui dénotent quelque chose d'assez malsain, mais qui au fond sont révélateurs d'une société qui est malade, qui est triste, qui se sent opprimée, enfermée, et qui réagit mal à ce type de symbole. Première chose. La deuxième chose, c'est d'une maladresse effectivement forte. Monsieur Blanquer, comme nous tous, savent qu'aujourd'hui la société est à cran, à fleur de peau, que Ibiza c'est quelque chose qui est connoté, que c'est à l'étranger. On vit une crise dans l'école sans précédent. Partir à Ibiza pendant les fêtes, c'est son droit, mais c'est maladroit. Il ne pouvait pas ne pas imaginer que c'était quelque chose qui était interprétable ou utilisable. Et puis la dernière chose, parce qu'au fond, c'est ça le fond. Le problème, c'est pas le Ibiza Gate ou le fait qu'il soit parti à Ibiza avec sa femme. Très bien, il a payé son voyage, c'est son droit. Le problème, c'est que depuis maintenant 2 ans, les enseignants sont abandonnés. Ils ont un sentiment d'abandon total. Ils ont eu droit à des protocoles, des contre-protocoles. Ils n'ont pas eu de matériel. Quand les classes ont rouvert, c'est les mairies qui ont donné des masques, qui ont donné du matériel. Depuis le début de la rentrée scolaire, on a un non-remplacement systématique, déjà avant Omicron, des enseignants. Il y a un mal-être de la profession enseignante, et le problème de fond, c'est pas les vacances de M. Blanquer, c'est ce qu'il n'a pas fait depuis 2 ans. Ou qu'il a fait, c'est ce qu'il s'est... il s'est défendu en disant qu'il avait maintenu les écoles ouvertes, qu'il avait fait du dédoublement. Il y a un sentiment, là je prends ma casquette de maire, mais il y a un sentiment d'abandon total de la part des enseignants, de la part de leur hiérarchie. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui pourraient, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, proroger 2, 3, 4 ans, qui arrêtent
fait dès qu'ils peuvent. Pas du fait des enfants, pas du fait des parents, du fait de la structure éducation nationale. Il y a des enseignants qui aujourd'hui sont en arrêt maladie, qui aujourd'hui prennent des disponibilités pour aller faire autre chose parce qu'ils ne supportent plus le fait de se sentir abandonnés. Je crois qu'on est sur une profession aujourd'hui qui est en extrême souffrance, qui est en très grande fragilité, qui se sent comme ayant été en première ligne depuis 2 ans et en ayant été en première ligne bien seul, et que le problème de Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il n'a pas pris conscience de ça depuis 2 ans, c'est pas ses vacances. Alors à l'instant, on apprend que moins de 2% d'enseignants sont mobilisés contre plus de 30% jeudi dernier. Donc, non mais Jean-Luc le disait, ce sont des gens sérieux. Ils se retrouvent face à des familles et des parents d'élèves qui ont besoin d'eux. Et ils font leur job, et ça c'est remarquable, et ça a souligné quand même, parce que ils perdent. Il n'y a pas de négociation syndicale pour payer les jours de grève dans l'enseignement public. Donc ils perdent à chaque fois une journée de travail. Or les revenus des enseignants, chacun le sait en France, ne sont pas spécialement importants. Donc à ce niveau-là, Alexandre, Ce qui est vrai, c'est qu'on a un peu de mal à lire les revendications des enseignants dans le cadre de cette mobilisation. Même la semaine dernière, c'était un peu confus. Et ce qu'on peut surtout comprendre, c'est qu'ils n'y comprennent plus rien. C'est clair que le protocole de début janvier était invraisemblable, et donc d'ailleurs il a été en partie réformé quelques jours plus tard. Mais on en est au 49e protocole depuis le début de la crise sanitaire. Donc je veux dire, avec parfois des directives qui sont tombées d'en haut avec une complexité absolument incroyable. Tout ça dans un contexte où en effet les gens n'étaient pas du tout à l'aise par rapport à ce qui se passait. Donc c'est vrai que cette espèce de mobilisation, en tout cas, elle révèle un mal-être, un malaise et une réalité qu'il faut vraiment écouter, parce que je crois qu'on ne peut pas manager, entre guillemets, les profs comme on les a managés dans ce cadre-là depuis 2 ans. Après, sur la question d'Ibiza, moi je suis très gêné parce que je trouve que ça révèle une fois de plus un problème d'exemplarité. On est face à une classe politique qui a depuis très longtemps perdu l'importance des symboles lorsqu'ils sont aux affaires. Et pardon, mais moi bien sûr qu'il a le droit de partir en vacances, bien sûr qu'il a le droit de partir en voyage de noces, bien sûr que vous faites tout ce que vous voulez, mais il y a un moment donné pour faire les choses et un autre moment pour faire d'autres choses. Là, la séquence n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas avoir un cabinet qui bosse, même si vous êtes en visio, être à Ibiza pour quand même passer un moment de détente, faire bosser tout le monde, préparer un truc qui tombe comme ça le soir avec un interview pour une mise en œuvre sur toutes les écoles, collèges et lycées de France. Enfin, c'est monstrueux comme organisation, et être soi-même effectivement. Voilà. Et le troisième point, qui est aussi dans cette dynamique d'absence d'exemplarité, c'est comment est-ce qu'on peut être aux affaires aujourd'hui et en même temps avoir un conjoint journaliste qui anime des plateaux télé et qui en plus ose faire un débat sur le thème qui vous concerne chacun. C'est là encore à la fois une absence totale d'éthique, de déontologie, c'est un déni d'exemplarité, et ça confirme ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, il y a une perte de contrôle, de déconnexion totale par rapport au bon sens, c'est ce qu'on ne ferait pas. Enfin, c'est inadmissible. Mais c'est pas le seul. Rappelez-vous, Thomas Soto, il avait sa conjointe qui était dans le cabinet de Jean Castex, et il a fini mais au bout de combien de temps a-t-il fini par se retirer? Très rapidement. Parce que c'est sorti dans la presse. Oui, mais on a évoqué ce sujet assez longuement hier. Le problème, c'est que c'est pas de coucher. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres, on va dire, rapprochement qui existe sans qu'il y ait mais c'est partout. On a évoqué hors antenne une ministre qui était la maîtresse d'un gros industriel. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Donc il y a des pays qui n'acceptent pas. Il y a des pays qui sont beaucoup plus stricts que nous. Nous, il y a la cour, tout ça vient de la cour du roi. On continue effectivement à mélanger tout ça. La Légion d'honneur joue un rôle très important là-dedans. Il y a une espèce de compromission du système de ces élites, et ça, les Français le voient. Alors si le job est bien fait, si la cour rend le job, et quand la cour s'empourpre, qu'elle va à Versailles, ça finit en révolution. Alors, je rappelle qu'Anna Cabana a quand même quitté, sa compagne journaliste, a quitté l'antenne de BFM où elle était journaliste politique. Alors là, une émission d'actualité sur I24, qui est une chaîne israélienne, mais elle a quitté l'antenne de BFM. C'était maladroit. Elle aurait dû se retirer, se déporter, ou pas accepter d'être présente ce jour-là. De faire ce débat. Mais moi, Alexandre, je pense qu'il faut quand même souligner qu'il y a eu des journalistes qui ont fait d'elles-mêmes, parce que c'était souvent des femmes, Anne Sinclair, Béatrice Schoenberg. Donc
la problématique, c'est qu'on voit il y a quand même une double pratique. Et donc là, ça met en évidence que certaines personnes ne respectent pas ce que d'autres font de leur propre gré. Ouais. Et ça, c'est un peu gênant, quoi. Le décalage est fort. Et on retient cela, malheureusement. Bon, et alors, je retiens qu'on voilà, on a parlé encore de l'affaire du Ibiza Gate et assez peu des enseignants. C'est une destination qui nous fait rêver, quand même. Ouais, mais pas l'hiver. Moi, je vais défendre Ibiza, qui est une île que je connais bien, où on ne fait pas la fête, qui est très belle, et où l'hiver, c'est pas drôle du tout. C'est loin des clichés. Tout est fermé, il y a pas. C'est monacal. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est terrifiant parce que c'était une retraite pour méditer. Voilà. Non, mais il y a rien. Nicolas Sarkozy sur le. Il faut savoir que c'est une ville qui vit l'été et que l'hiver tout est fermé. Tous les commerçants ferment, les restaurants ferment. Donc il n'était pas les pieds dans le sac comme l'a dit Yannick Jadot. Ça projette d'autres choses, mais le symbole est là. Ibiza est associé à la fête et ça on ne pourra pas le retirer. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff, on se retrouve demain pour d'autres infos.